Bonsoir à tous, j'aimerais dans cette série étudier avec vous la halachot de Purim. Et ce qu'on va découvrir ensemble d'abord, c'est ce qui ouvre cette période de la fête de Purim, la lecture des Arba Parashiot. Donc pendant 4 Shabbatot de cette période-là, on va sortir le matin de Shacharit, le matin de Shabbat, donc la tfila de Shabbat matin, on va sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on va lire un passage spécifique à ce moment-là. Alors d'où est-ce que ça vient cette règle? Et il faut savoir que dans la période de la Shivat Sion, la période de la Shivat Sion, c'est le moment où les Béné Israël, les Yéhoudim, les Juifs, revenaient de leur exil babylonien, donc ils revenaient reconstruire la Judée, c'est une période qui dure 20 ans environ, au début de la construction du deuxième Beth Amikdash, donc ça fait environ 2400 ans. Dans cette période-là, Ezra Assofer avait institué que certaines parachiotes soient lues à certaines dates de l'année. Notamment, il a institué que la paracha de Kitavo, par exemple, soit lue tout le temps avant la fête de Rosh Hashanah. Et que le passage de Bechukotai soit lu tout le temps avant la fête de Shavuot. Pourquoi ces parachiotes-là? Parce que ce sont des parachiotes qui relatent l'alliance, qui relatent les réprimandes, ce qui peut arriver au peuple d'Israël si Chas v'chalila, si Dieu préserve, il en venait à abandonner la Torah. Et il considérait, Ezra Sofer, qu'avant la fin d'une année, avant la fin d'un cycle et à l'aube d'un nouveau cycle, d'une nouvelle année, il fallait rappeler ces fondamentaux-là, de façon à ce que Tichle Shanav et qu'il est l'Oteha, qu'une année se termine avec ses malédictions. Donc, de nos jours, le cycle de la Torah est tel que la paracha de Kitavo tombe toujours 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. On a toujours Kitavo et enfin Nitzavim, et c'est juste avant le Yom Tov de Rosh Hashanah. Donc c'est systématique. Et la paracha de Bechukotai, elle aussi, tombe toujours avant Shavuot. En général, c'est Bechukotai, Bamidbar, et ensuite il y a la fête de Shavuot. Ça peut arriver que ce soit Bechukotai juste avant, donc en fonction du calendrier. Mais en tout cas, Bechukotai se lit toujours avant Shavuot, qui est une certaine forme de Rosh Hashanah, et Kitavo aussi, c'est toujours avant Rosh Hashanah. Alors, donc pour ces deux parachiotes-là, par exemple, ces deux institutions de Ezra Sofer, on n'a pas besoin de sortir un autre Sefer Torah, puisque le cycle de la lecture de la paracha qui commence à Simchat Torah et qui se termine aussi à Simchat Torah, de toute façon prévoit que ces parachiotes soient lus au moment où Ezra Sofer l'a institué. Alors il y a d'autres coïncidences dans notre cycle de la lecture de la paracha. Devarim, par exemple, est toujours lu avant Tisha B'Av. Le Gaon de Vilna fait même remarquer que la paracha de Tetzavé, où le nom de Moshe n'apparaît pas, eh bien il est toujours lu avant le 7 Adar. Quand il y a Adar Aleph, c'est avant le 7 Adar Aleph. Mais en tout cas, le 7 Adar, c'est le moment justement où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Donc ça fait partie aussi des coïncidences de notre Seder à Parashiot, notre cycle de la lecture de la paracha. Mais notre cycle n'a pas toujours été ainsi. En Eretz Israël, à l'époque des Tanaïm et des premiers Amoraïm, en tout cas c'est sûr que c'était comme ça, le cycle de la Torah, il pouvait prendre 3 ans à 3 ans et demi. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas Simchat Torah à Shmini Atzeret, la fin de la fête de Sukkot, c'était pas toujours Simchat Torah. Et donc, à ce moment-là, comment tu fais pour que Bechukotai soit lu avant Shavuot, pour que Kitavo soit lu avant Rosh Hashanah? Eh bien, il fallait, en plus du cycle de la Torah qui était sortie, de la micro-section, puisqu'on lisait peut-être à peu près le tiers de chaque paracha, chaque Shabbat, en plus du Sefer Torah régulier qu'on sort chaque Shabbat, il fallait sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on allait lire le passage des réprimandes, des klalotes de Bechukotai avant Shavuot et le passage des klalotes de Kitavo avant Rosh Hashanah. Et bien dans le même ordre d'idées, dans notre cycle de la Torah, eh bien, ça marche pas que Zachor soit lu avant Purim, ça marche pas que Shkalim soit lu avant le Rosh Chodesh Adar. Donc, dans ces Shabbatot-là qui marquent la période de Purim, eh bien, on va sortir un deuxième Sefer Torah, comme on le faisait avant pour Bechukotai et Kitavo. On va sortir un autre Sefer Torah dans lequel on va lire les parachiotes qui sont liés à cette période-là de l'année. Donc, par exemple, à l'approche
du mois de Hadar, eh bien, on fait à l'approche du mois de Hadar, donc le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Hadar, le début du mois de Hadar Bet, quand il y a deux Hadar, comme c'est le cas cette année, 5782, eh bien, on va sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on va lire le début de la paracha de Kitissa, le premier paragraphe de Kitissa, où Hachem demande à Moshe que chaque ben Israël, que chaque enfant d'Israël donne un maratzita shekel, un demi shekel d'argent. Un shekel, bien sûr, c'est un poids de métal précieux, et donc il donne un demi shekel d'argent pour la construction du Mishkan et pour le décompte du peuple d'Israël. Et chacun de ces maratzita shekel, tous ces maratzita shekel qui seront comptés, vont servir à fondre les socles du Mishkan. Et ce seront ce qu'on appelle les adanim du Mishkan, les socles donc dans lesquels seront fixées les poutres qui formeront les parois du Mishkan, du temple portatif qui accompagnait le Ham Israël dans le désert. Alors pourquoi on parle du maratzita shekel à ce moment-là? Eh bien c'est parce que dans cette période de Hadar, on collectait les fonds qui servaient à l'entretien du Beth Amikdash. Donc, chaque année, on faisait cet appel de donner un maratzita shekel. De la même manière que Moshe Rabbeinu, dans le désert, il a demandé une fois des maratzita shekel pour le recensement du clan Israël et pour la construction du Mishkan. En réalité, chaque année, on demandait un maratzita shekel par personne, cette fois non pas pour la construction, mais pour l'entretien, pour l'achat des bêtes qui allaient servir au korbanot, au sacrifice. Mais ça servait pas seulement à l'achat des bêtes, mais ça servait aussi aux réparations, à ce qu'on appelle le Betek Habayit. Ça servait à l'entretien des enseignants qui expliquaient aux Kohanim comment faire le service. Ça servait aussi parfois à l'entretien même de la ville de Yerushalayim. Donc c'était le trésor du temple, c'était le trésor du Beth Amikdash, et cet impôt par tête était collecté systématiquement pendant le mois de Hadar, Hadar Bet s'il y en avait deux, en tout cas le Hadar qui précède Nissan. Alors pourquoi c'est à ce moment-là qu'on collectait cet impôt? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, dans le mois de Nissan c'est le premier mois du calendrier juif. C'est le mois où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est le mois de la naissance du peuple d'Israël. Et contrairement au calendrier babylonien, qui était en usage à l'époque des Havot, eh bien à partir de la sortie d'Égypte, à partir de la Yetziat Mitzrayim, le premier mois n'était plus le mois de Tishré, mais c'est devenu le mois de Nissan. Le mois de Nissan, donc le mois du printemps, c'est le premier mois de l'année juive. Et étant donné que c'est le premier mois de l'année juive, eh bien on doit apporter les sacrifices au Beth Amikdash avec de l'argent frais, du nouvel argent, ce qu'on appelle Korban Reshit Teruma. Une nouvelle Teruma, un nouveau prélèvement doit être fait pour apporter les sacrifices au Beth Amikdash à partir du mois de Nissan, qui est donc la nouvelle année pour le calendrier juif. Mais il y a aussi une autre raison à cela qui a un lien avec Purim cette fois. Dans la Masechet Megillah, donc, la Gemara donc fait parler Hachem, et Hachem s'adresse au peuple d'Israël et leur dit Shiklou Shiklechem, donc donnez vos shekalim, donnez votre shekel avant que Haman ne paye pour pouvoir nuire au peuple d'Israël. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu savait que Haman allait donner une très forte somme d'argent au roi Achashverosh pour pouvoir émettre son décret d'extermination du peuple d'Israël, comme c'est relaté dans la Megillah. Il a été prêt à donner 10 000 kikars d'argent, qui est une somme faramineuse. Juste pour vous donner une idée, les socles, l'ensemble des socles qui étaient ramassés avec tous les shekels du peuple d'Israël dans le désert, pesaient en tout, l'ensemble donc des demi-shekels qu'a donné le peuple d'Israël dans le désert, et pesait en tout 100 kikars d'argent. Et Haman a donné 10 000 kikars d'argent. Donc c'est une somme faramineuse, c'est énorme. Quand vous voyez les mesures des poutres, les mesures des poutres et les mesures des socles dans lesquels les poutres du Mishkan étaient glissées, vous vous rendez compte du poids d'argent que pouvait représenter un kikar d'argent. Donc Haman a donné 10 000 kikars d'argent pour acheter le peuple d'Israël, et le fait que le peuple d'Israël donne son maratzita shekel avant
et donc précède et devance Haman, c'est une façon de nous racheter, c'est une façon de nous protéger de ce mauvais décret de Haman. Alors, c'est pas seulement une protection d'ordre métaphysique, on n'est pas seulement en train de dire, la Gemara de Masechet Megillah, elle n'est pas seulement en train de dire que le mérite de la Tzedaka, il va nous protéger du mauvais décret de Haman, c'est pas seulement cela, mais c'est aussi parce que le fait de donner pour l'entretien du Beth Amikdash, de montrer que ça nous tient à cœur, de montrer qu'on veut que le Beth Amikdash continue à fonctionner, que son service soit ininterrompu, d'accord, que les sacrifices y soient apportés et que la ville de Yerushalayim soit entretenue. Eh bien, c'est l'acte, c'est le geste anti-Haman par excellence, puisque Yerushalayim et son Beth Amikdash et le service du Beth Amikdash cristallisent l'identité du Ham Israël. Donner son Machatzit HaShekel pour le Beth Amikdash, en quelque sorte, c'est permettre au peuple d'Israël de vivre juif. Et vivre juif, c'est exactement l'inverse du funeste projet de Haman. Alors aujourd'hui encore, on donne un souvenir du Machatzit HaShekel, on ne donne plus le Machatzit HaShekel, parce que dire je donne le Machatzit HaShekel, c'est consacrer l'argent à des sacrifices. Or, on n'apporte plus de sacrifices de nos jours, mais on donne un souvenir du Machatzit HaShekel. C'est très, très important de mentionner quand on fait ce don, de dire que c'est Zecher les Machatzit HaShekel. Si maintenant on n'a pas dit que c'est Zecher les Machatzit HaShekel, ce n'est pas grave parce qu'il est évident qu'on ne va pas le donner pour des korbanot. Néanmoins, c'est mieux de le préciser. Quand vous irez à l'approche de Purim dans les Bate Knesiot et que vous verrez ces caisses pour donner le Machatzit HaShekel, il faudra bien dire Zecher les Machatzit HaShekel, c'est en souvenir du Machatzit HaShekel que vous donnez cet argent-là. Alors qu'est-ce qu'on a l'habitude de donner comme somme? On a l'habitude de donner, dans le Kitzur Shulchan Aruch, il rapporte qu'on a l'habitude de donner 3 fois la moitié de la monnaie en vigueur. Par exemple, si je suis en France et qu'on utilise l'euro, eh bien, il faudra donner 3 fois 50 centimes d'euros, 1,50 €. En Israël, on donnera 1 shekel 50 par personne. Par personne, 1,50 $ aux États-Unis, au Canada. Donc chaque pays, chaque contrée, selon sa monnaie. Donc ça, c'est le minhag des communautés ashkénazes. Les communautés séfarades, en revanche, ont l'habitude de donner par personne véritablement la valeur d'un Machatzit HaShekel, c'est-à-dire qu'on regarde le cours de l'argent et on donne la valeur environ de 10 grammes d'argent. Donc on va dire que si le gramme d'argent est de 70 centimes d'euros, alors on donnera environ 7 €. Voilà, c'est à peu près cela. En réalité, le Machatzit HaShekel, c'est un peu moins que 10 grammes d'argent, c'est plus exactement 7 grammes 70 à peu près, mais on a l'habitude d'arrondir à 10 grammes d'argent et de donner ça par personne, hommes, femmes et enfants. Même si à l'époque du Beth Amikdash, c'est pas évident que les femmes et les enfants de moins de 13 ans soient concernés par l'impôt du Machatzit HaShekel. De nos jours, étant donné qu'il s'agit d'un pidyon, qu'il s'agit d'un rachat, alors on donne la tzedaka pour toute la famille. Et on a l'habitude de donner cette somme donc à des institutions, on enseigne la Torah, aux Bate Knesiot, aux écoles, et on a l'habitude de le faire en général avant Purim. Donc voilà pour le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Donc on sort un deuxième Sefer Torah et on lit le passage de Shkalim. Si Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, ce qui n'est pas le cas cette année 5782, eh bien à ce moment-là on va sortir 3 Sifrei Torah, puisqu'il y a aussi la lecture de Rosh Chodesh qui s'ajoute à la lecture de Shkalim, et on lira donc la paracha du cycle, puis le passage de Rosh Chodesh, et enfin le passage de Shkalim. Le Shabbat qui suit, alors c'est pas toujours le Shabbat qui suit, cette année c'est 2 Shabbatot après, eh bien le Shabbat qui précède donc la fête de Purim, là on sortira aussi un autre Sefer Torah, un deuxième Sefer Torah, et cette fois on lira le passage de Zachor et Tachar Asar Alecha Amalek, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Donc rapidement, Amalek a attaqué le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. Il l'a fait de façon gratuite et brutale contre un peuple qui n'allait pas lui faire de mal, un peuple qui venait sortir de la servitude, qui n'était pas aguerri, qui ne savait pas encore faire la guerre. Et donc c'était un acte de terrible lâcheté que dénonce la Torah. Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, Baderer Betzetrem Mimitzraim, sur le chemin quand vous sortiez d'Égypte. Et parce que
il vous a fait ça, vous avez le devoir d'anéantir cette ethnie, d'anéantir ce peuple qui est Amalek. De nos jours, Amalek, évidemment, n'existe plus. Alors, le passage de Zachor donc, est lu le Shabbat qui précède Purim, parce que, justement, Purim relate comment la descendance de Amalek a été anéantie avec la pendaison de Haman et de ses 10 fils, et comment le Amalek des temps modernes, donc à l'époque de la Megillah, le Amalek de l'Empire perse, a lui été effacé. Donc en lisant la paracha de Zachor juste avant Purim, on accomplit le pasouk de la Megillah, Vayamim ha'ele nizkarim venaasim, ces jours-là sont rappelés, nizkarim sont rappelés, dont Zachor et Ashar asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, venaasim, et ils sont accomplis. Eh bien, l'accomplissement, c'est la lecture de la Megillah d'Esther, c'est l'épisode où justement l'effacement de la descendance de Amalek a pu se réaliser et s'accomplir. Donc, rappeler le souvenir de Amalek, étant donné que c'est une mitzvah de la Torah, Zachor et Asher Amalek, c'est un pasouk dans la Torah, donc c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas seulement comme le passage de Shkalim, une obligation des Rabbanan, c'est une obligation de la Torah. Eh bien, c'est une mitzvah qu'on devra faire avec particulièrement de soin. On devra être beaucoup plus pointilleux dans la mitzvah d'écouter le passage de Zachor, d'écouter la paracha de Zachor, parce que là, on est en train de réaliser une mitzvah de la Torah. Donc, on la lit, cette paracha, avec le plus de soin possible et le plus de hidurim possible. On va choisir un Sefer Torah qui a été écrit avec plus de soin. On prend celui qui est le mieux écrit. Le Yechaveda du Rav Ovadia Yosef, il dit par exemple qu'il faudra faire attention à ne pas prendre un Sefer Torah qui a été enduit à la chaux. Il y a certains Sifrei Torah où on enduit le cuir à la chaux pour bien le faire blanchir avant d'écrire les lettres. Donc ça peut poser un problème de halakha, le fait que les lettres soient écrites sur de la chaux et pas directement sur le cuir. Donc on prend un Sefer Torah où les lettres ont été écrites directement sur le cuir. Le Rav Mordechai Eliyahu, Zichron Livracha, par exemple, il recommandait de prendre un Sefer Torah écrit sur du gvil, sur du cuir entier. Alors beaucoup de nos Sifrei Torah de nos jours sont écrits sur du klaf. Le klaf, c'est une partie du cuir seulement. C'est une partie de la peau de la bête, alors que le gvil, c'est du cuir entier. Et quand c'est écrit sur du cuir entier, on évite une des marlocotes, un des différends entre les décisionnaires sur la définition du klaf. Alors, sur le gvil, il n'y a aucun débat. On sait exactement ce que c'est du gvil, et un Sefer Torah sur le gvil est kasher d'après toutes les opinions. Donc on gagne des opinions, on gagne en kashrut, on gagne en hidour, on gagne en perfection de la mitzvah. Et donc pour Zachor, c'est un effort qui en vaut la peine. Bien entendu, n'importe quel Sefer Torah reste kasher pour la réalisation de la mitzvah de Zachor. On préfère aussi un Sefer Torah qui est écrit selon sa coutume. Quand on est dans un Bet Knesset séfarade, on choisit un Sefer Torah qui est écrit selon la coutume séfarade, et dans un Bet Knesset ashkénaze, on préfère un Sefer Torah écrit selon la coutume ashkénaze. Alors je tiens à préciser, et c'est très important de le dire, un Sefer Torah écrit selon la coutume séfarade est parfaitement kasher pour les ashkénazim, et inversement. Le Rav Shlomo Kluger s'est montré particulièrement véhément contre quelqu'un qui avait mis en doute la cacheroute d'un Sefer Torah séfarade en Europe de l'Est. Et inversement, le Bet Yosef lui-même, le Rav Yosef Karo, quand il rapporte les modèles des lettres, dans la façon dont on doit les écrire dans les Sifrei Torah, les Tfini, les Mezuzot, dans la première édition, dans une des premières éditions du Bet Yosef en tout cas, dans l'édition du Bet Yosef, le Bet Yosef a été imprimé du vivant de l'auteur, et bien les lettres sont des lettres de la coutume ashkénaze. Donc ça ne pose aucun problème de cacheroute, évidemment. Là, c'est juste un hidour. Et celui qui refuserait de monter, ou qui penserait qu'il n'est pas quitte parce que la Torah a été lue sur un Sefer Torah qui ne suit pas sa coutume, eh bien, il est motzi laz al Sefer Torah. Il dit du mal de la cacheroute d'un Sefer Torah. Donc évidemment, que ce soit le Sefer Torah de coutume ashkénaze, de coutume séfarade ou de coutume yéménite, à partir du moment où il a été écrit conformément à une des massorètes du Klal Israël, il est parfaitement kasher selon toutes les opinions. Les dames n'ont pas l'obligation d'écouter la paracha de Zachor, puisqu'il s'agit d'une guerre. Or, les femmes ne sont pas tenues, n'ont pas d'obligation
de faire la guerre. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est que maintenant, étant donné que les femmes ont pris l'habitude d'aller au Beth Knesset pour écouter la Parashat Zachor, ce qui est un bon minag, est-ce qu'on va sortir un Sefer Torah pour une femme qui ne serait pas venue le matin? Elle vient l'après-midi de Shabbat, elle dit voilà, j'ai pas écouté Zachor, est-ce qu'on va sortir un Sefer Torah pour elle? Alors le Rav Mazouz, il recommande pas de le faire, il pense qu'on devrait éviter de le faire, mais le Rav Boutboul, qui est le genre du Rav Ovadia, je l'ai entendu dans une émission radiophonique, il dit qu'il n'y a pas de problème à le faire, donc on le fait, et je crois savoir que c'est en général ce qui se fait, on se permet de sortir donc un Sefer Torah pour lire à nouveau, bien sûr, en présence d'un minyan, mais pour lire, ne fût-ce que pour une seule femme, le Parashat Zachor à nouveau. Donc on la lit soigneusement, on essaye de bien prononcer chaque lettre. Là, il y a une habitude dans les communautés ashkénazes de répéter le dernier pasouk pour dire Timhe et Zecher Amalek ou Zeicher Amalek, étant donné que dans la coutume ashkénaze, on a souvent l'habitude de dire le Tsere avec le Yud qui, dans la coutume sfarade, est muet, on a l'habitude de le prononcer. Donc, est-ce que Zecher s'écrit avec un Tsere ou un Ségol? Voilà. C'est pour ça que dans certaines communautés ashkénazes, vous entendrez parfois lire le dernier pasouk 2 fois. Dans les communautés sfarades, on ne le fait pas parce que de toute façon, le Tsere et le Ségol se lisent quasiment de la même manière. C'est la même chose, à l'oreille, c'est la même chose. Même si selon la tradition du Midrashai, donc la tradition des Sofrim Sfarad, c'est un tséré qu'on met sur Zecher Amalek. Donc, on fait en tout cas particulièrement attention à la prononciation de la paracha de Zachor. On a même tendance à la lire plusieurs fois pour l'écouter selon les divers rites. Et c'est une bonne chose puisque, encore une fois, la paracha de Zachor est une paracha de la Torah. Si quelqu'un n'a pas pu écouter la paracha de Zachor le Shabbat qui précède Purim, eh bien, il faudra qu'il s'en souvienne au moment de la lecture de la paracha de Ki Tetse, donc en été, et il faudra qu'il prévienne le Chazan, le Baal Koré, et lui dire, voilà, écoute, j'aimerais m'acquitter de la lecture de Zachor, donc quand tu lis la fin de la paracha de Zachor, la fin de la paracha de Ki Tetse, le maftir, donc, de la paracha de Ki Tetse, eh bien, tu penseras à m'acquitter de l'obligation d'écouter le passage de Zachor. Alors, il y a 4 parachiotes, comme je vous l'ai dit au début de ce cours. Il y a le Shabbat qui précède Nissan. Là aussi, on sort un autre Sefer Torah. On lit la parachat Achodesh parce que justement, c'est le premier mois du calendrier hébraïque, comme on l'a expliqué juste au début de ce cours. Et le Shabbat qui précède le Shabbat Achodesh, on lira la parachat Para, qui, selon certaines opinions, est là aussi Min HaTorah. Donc, on veillera aussi à faire certains hidurim comme on le fait avec Zachor. Et pourquoi la paracha de Para? Parce que le passage de la Para Adouma, de la vache rousse, est celui qui explique comment on se purifie. Donc étant donné qu'on approche de la période des fêtes, de la période des pèlerinages, du moment où on montait au Beth Amikdash, je souhaite qu'on puisse le revivre Bimera Be'aminu rapidement de nos jours, eh bien on se purifiait. On se purifiait notamment à l'aide de l'aspersion des cendres de la vache rousse, c'est ce qu'on explique dans la paracha de Para. Donc, Parashat HaChodesh avant le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année hébraïque, et le Shabbat qui précède, la Parashat Para, on explique comment on se purifie avec les cendres de la vache rousse. Voilà donc l'explication des 4 parachiotes qui marquent un peu cette période de Purim. La prochaine fois, on rentrera directement dans les règles de la fête de Purim. Au revoir.